Au sol, en toiture ou sur eau, les projets solaires ont fleuri ces dernières années au Japon, pays pauvre en ressources, avec le fort soutien du gouvernement. Des milliers de panneaux solaires posés sur une vaste étendue d'eau, la plus grande centrale solaire flottante du Japon, à 1 heure de Tokyo, est censée refléter les ambitions du pays dans les énergies renouvelables, une étiquette écolo cependant brouillée par la place accordée au charbon. Comme il y a beaucoup de lacs artificiels et réservoirs d'eau pour l'agriculture au Japon, nous avons entrepris depuis 2014 chez Kyocera de développer sur l'eau des méga-projets d'énergie solaire photovoltaïque. À rebours des autres grands pays industrialisés, le Japon finance généreusement les projets des centrales à l'étranger et investit aussi sur son propre territoire avec 47 initiatives programmées selon le groupe européen d'experts indépendants E3G. Après la catastrophe de Fukushima, il y a eu un engouement pour les énergies renouvelables et le gouvernement a clairement appuyé sur l'accélérateur. J'ai le sentiment qu'il met un frein à cette politique et concentre ses forces sur la relance du nucléaire et la construction de nouvelles centrales à charbon. Ce sentiment, évoqué par Kimiko Hirata, est confirmé par un rapport publié mi-novembre en marge de la COP22 à Marrakech qui classe le Japon parmi les très mauvais élèves de l'action climatique. Les écologistes, eux, sont moins optimistes car le Premier ministre Shinzo Abe, outre sa volonté de relancer le nucléaire sans grand succès jusqu'à présent, poursuit une obsession peu compatible avec un monde plus vert, le charbon, même si les firmes nippones ont mis au point des technologies permettant de réduire la pollution. Selon une étude de l'ONU publiée en 2013, plus de 99% des femmes ont été victimes de harcèlement en Égypte, où elles sont quotidiennement confrontées aux remarques obscènes, voire aux attouchements. Il y a 8 ans, Noa Elostase faisait sensation en Égypte, devenant la première femme à faire condamner son agresseur pour harcèlement sexuel. Aujourd'hui, le regard de la société a évolué, les condamnations ont augmenté et les militants reconnaissent des progrès. Aujourd'hui, il y a un crime dans la loi appelé harcèlement sexuel et une punition. Cela fait une différence. Tous les mouvements depuis 2011, politiques et non politiques, ont aidé et beaucoup de femmes ont commencé à porter plainte. Il y a des cas qui ont été gagnés. Depuis l'adoption en juin 2014 d'une nouvelle loi criminalisant le harcèlement sexuel, l'ONG féministe a remporté plus de 50 procès, obtenant le plus souvent des peines de prison pour les agresseurs. Une évolution en partie due à la multiplication des cas d'agression sexuelle en marge de manifestations qui ont choqué l'opinion publique. Malgré cela, la société et les autorités ont longtemps ignoré le phénomène, préférant faire porter aux victimes la responsabilité de ces incidents isolés. Maintenant, je vois que le scandale est la solution. Tout le monde me demande pourquoi je ne parle plus à mon frère. Je leur réponds que c'est parce qu'il a fait cela. Même au travail, parce qu'on travaille ensemble, quand quelqu'un me demande, je réponds que c'est parce qu'il a fait ça. L'épineuse question du harcèlement a fait irruption sur la scène publique en 2006, quand des groupes d'hommes ont agressé plusieurs femmes au Caire un jour de fête. La presse a ignoré l'incident, dénoncé par des blogueurs. Après la révolte de 2011, des groupes de volontaires se sont organisés pour protéger les femmes des agressions collectives lors des manifestations. De plus en plus de victimes prenaient la parole pour partager leur expérience. Des graffitis anti-harcèlement ont fleuri sur les murs du centre-ville. De jour comme de nuit, ces hommes creusent ce sol dur à la recherche d'or. À Boré, village du centre ivoirien, les cultures qui servent à nourrir la population, mais aussi les plantations de café et de noix de cajou, disparaissent chaque jour sous les coups de pioche des orpailleurs clandestins. On s'est dit que si on creuse, on va trouver. Et on a dit aux jeunes, mais si on ne trouve rien à manger, allez-y. Et ils ont commencé, et Dieu merci, quelques-uns trouvent leur pain actuellement. Depuis plusieurs années, la région est frappée par la sécheresse. Les paysans n'arrivent plus à vivre de leurs récoltes. L'exploitation de l'or a donné un second souffle au village. Il y a des nouvelles constructions. Certains arrivent à scolariser leurs enfants. Donc, on ne s'en plaint pas. On trouve que c'est plus rentable que l'agriculture.
La fièvre de l'or a saisi aussi de nombreux jeunes de la région et même des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Beaucoup y voient une occasion de faire rapidement fortune. Je faisais de la mécanique, mais ici je peux devenir riche. Du coup, j'ai abandonné la mécanique et je suis venu. Mais aujourd'hui, les habitants souhaitent voir une entreprise minière prendre en main l'exploitation pour mettre fin à ces activités informelles qui ne bénéficient pas toujours à la communauté. Un opérateur qui peut nous aider, qui vient pour ne pas qu'il y ait du désordre. Aujourd'hui, si on a un opérateur économique qui arrive ici, il dit bon, je prends ce terrain et il emploie des gens où ils sont salariés, il ne peut pas avoir ce désordre comme nous sommes aujourd'hui débordés. Dans un pays qui a déjà connu des tensions intercommunautaires, certains craignent que l'arrivée massive d'orpailleurs étrangers ne débouche sur des actes de violence.